de la certification des dispositifs médicaux, les prochains jalons du référencement et les prochaines étapes en télésanté et en télésurveillance. Messieurs, à vous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour à tous. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, la télésurveillance va rentrer donc, dans le droit commun prochainement. Donc, avec Jean-Marc, nous allons vous présenter donc, la certification des dispositifs médicaux numériques, avec donc, une première partie qui va parler donc, des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance, avec un petit peu d'historique, puisque ça fait quand même déjà plusieurs mois qu'on travaille dessus. On fera aussi l'état des lieux de où nous en sommes au niveau de la certification. Ensuite, on fera une deuxième partie sur la généralisation un petit peu de la certification des dispositifs médicaux numériques. Et puis, en dernière partie, on détaillera d'autres modes de financement qui seront proposés en 2023 dans le cadre de la certification ANS. Donc, Jean-Marc, je te laisse. Merci Yves. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé technique, interop. On va vous parler aussi un tout petit peu de métier, puisque si on est aujourd'hui engagé dans ces dynamiques, c'est parce qu'il y a une forte demande pour 5 pathologies, notamment pour démarrer. La partie diabétique, 4,7% de la population française, 100 000 personnes qui souffrent d'insuffisance respiratoire et donc qui bénéficient de traitements et d'oxygénothérapie, 90 000 personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, 800 000 personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque chronique et 400 000 personnes donc, qui portent des prothèses cardiaques. Donc, on voit que ça fait beaucoup de monde. Aujourd'hui, avec les technos, vous connaissez, on peut les suivre à distance. Et donc, il y a un vrai enjeu de prise en charge pour permettre déjà en amont une meilleure évaluation des symptômes. Aussi, ça peut tous nous arriver, j'espère que non, mais on peut tous être concernés, améliorer la qualité de la vie des patients et aussi la durée de vie, et bien entendu le plus longtemps possible en bonne santé. Diminuer les hospitalisations non programmées pour vraiment se concentrer sur le programmé et ce qui peut être organisé, et limiter les effets de déserts médicaux. Voilà. Sous-jacent, bien entendu, aussi des questions économiques, puisque quand on parle de tous ces sujets-là, il y a bien entendu des économies à faire, tout mis bout à bout. Mais voilà, en tout cas, l'idée dans ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est déjà de commencer par ce qui justifie la prise en charge des DMN et de la télésurveillance. Du coup, sur la suivante, on est parti du programme étape de début 2014. Donc, c'est à la fois loin, 8 ans, mais c'est assez court si on raisonne sur le temps qu'il faut pour mettre en place ces dispositifs. L'idée, c'est donc de développer des activités de télémédecine, dont la télésurveillance, mais pas que, de définir un cadre juridique dans lequel elles peuvent évoluer, important de borner le cadre pour que ce soit bien fait, et aussi, puisqu'il y a une logique de remboursement, vous le savez, il y a un enjeu financier, fixer une tarification préfiguratrice des actes. Donc ça, c'est l'idée du programme étape, et donc en rapport avec ces enjeux de santé publique que je viens de vous évoquer, des programmes au niveau des régions et des industriels qui ont pu bénéficier de financement pour soutenir le déploiement de la télésurveillance, et donc, en réponse, un focus sur ces 5 pathologies: diabète, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque et les prothèses. Donc là, on est sur étape, et aujourd'hui, l'exercice qu'on fait dans le cadre qu'on est en train de poser, c'est déjà, donc sur la slide suivante, de passer du programme étape à une logique de droit commun et de généralisation. Donc, on a aujourd'hui du retour sur toutes ces expérimentations qui ont été menées en France. Et on est aussi, il ne faut pas se le cacher, un peu les premiers de la classe au niveau européen. Cette expérimentation, elle s'achève le 1er juillet 2023. Ça ne laisse pas beaucoup de temps, surtout à l'échelle des 8 années qui viennent de passer. Donc, on va permettre, au travers des référentiels qu'on met en place, puisque quand on a démarré, il n'y avait pas forcément toutes les logiques d'interopérabilité, mais de sécuriser et de rendre interopérables les DMN de télésurveillance, bien entendu
sous réserve d'être certifié au référentiel d'interopérabilité et de sécurité qui a été mis en place par l'ANS. Donc, ce référentiel d'interopérabilité et de sécurité des DMN de télésurveillance, c'est issu d'un travail qui a été mené avec vous. C'est-à-dire qu'avec l'ANS, on ne fait pas ça tout seul. Hein. C'est un travail collectif avec vous tous, éditeurs et industriels, qui a été mené entre septembre 2021 et janvier 2022. Il y a tout un tas de sujets qu'on traite et Yves les détaillera. Par exemple, si on parle de l'INS, on parle de janvier 2021. Donc, il est aussi maintenant temps de l'implémenter à tous les niveaux. Du coup, on vous a impliqué, hein, industriels, professionnels de santé, et on a mis tout ceci en concertation publique entre mars et avril 2022. Et je laisse poursuivre Yves pour raconter la suite. Oui, donc tous ces travaux, comme le disait Jean-Marc, effectivement, qu'on a réalisés début 2022, ont abouti à un référentiel, on va dire, un petit peu idéal à la base. Il y avait énormément d'exigences. On a pris en compte, à l'issue de la concertation, effectivement, les contraintes des industriels. Et donc, on a épuré un petit peu ce référentiel, on l'a versionné, donc pour aboutir à un référentiel avec 5 principaux blocs. Alors, on peut voir que tout ça, c'est issu effectivement de la doctrine du numérique en santé. Hein. On n'a rien inventé. Donc, le principal bloc, c'est évidemment l'INS, donc l'identité nationale de santé, que je rappelle, qui est opposable depuis début 2021. Donc, c'était vraiment, c'est le premier bloc le plus important en termes de développement aussi, et un bloc qu'on ne pouvait pas ne pas mettre dans ce référentiel. Il faut savoir que globalement, tout ce qui est opposable, on se doit de le mettre dans cette première version du référentiel. Donc, ça concerne effectivement l'INS, mais aussi ProSanté Connect, dont vous avez une présentation tout à l'heure. Donc, au niveau de l'INS, effectivement, il y a deux façons de l'implémenter. C'est soit on récupère l'identité quand on est en milieu hospitalier, par exemple, auprès d'une gamme ou d'un DPI. Et dans ce cas-là, effectivement, les travaux sont pas forcément très, très importants. Mais évidemment, on a tenu compte des cas d'usage. Et au niveau de la télésurveillance, il y a aussi des cas où le système ne peut pas récupérer l'identité si, par exemple, il est déployé dans les cabinets de ville. Donc là, effectivement, il faudra qu'il soit référentiel d'identité. Donc, il peut y avoir effectivement des cas où il y a pas mal de travail à faire sur l'INS. Ensuite, l'autre bloc important, c'est donc ProSanté Connect. Donc, vous le savez, c'est effectivement un moyen d'authentification pour les PS. Donc là aussi, il est opposable, donc on l'a inséré. Le troisième bloc, c'est la partie annuaire de santé. Donc l'annuaire de santé qui permet de récupérer principalement le numéro RPPS, donc de le récupérer, de le vérifier, de le contrôler. Ça permet aussi donc de récupérer les emails pour un usage futur de la messagerie sécurisée de santé. Donc, bloc qu'on n'a pas mis dans cette V1 pour justement prendre en compte les contraintes des industriels. Et puis, bien sûr, on retrouve après tout ce qui est portabilité des données, c'est-à-dire l'extraction des données des patients, une partie RGPD, une partie aussi sécurité, comme on le soulignait tout à l'heure, une partie sécurité qui est évidemment très importante au niveau des systèmes de télésurveillance, donc autant l'identification des patients, des usagers que des professionnels de santé. Voilà, donc ça vous donne vraiment rapidement l'aperçu de ce qu'est cette V1 du référentiel. Et donc maintenant, on va voir un petit peu où nous en sommes au niveau de la certification des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance. Alors, effectivement, le décret de télésurveillance, pour l'instant, n'est pas encore signé en Conseil d'État. Néanmoins, l'ANS a souhaité donc ouvrir ce guichet en avance de phase, tout simplement pour déjà permettre aux industriels de pouvoir déposer leur dossier d'un point de vue administratif en déposant des pièces jointes, mais pas que.
ça permet aussi de déposer des preuves. Alors pour l'instant, l'ANS n'est pas encore habilitée à certifier les systèmes, mais si l'industriel dépose ses preuves, nous, on s'engage à lui donner un retour informatif pour savoir si effectivement ces développements peuvent être corrects ou nécessitent des ajustements. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Donc on incite vraiment tous les industriels à rentrer dans cette phase le plus tôt possible parce que, comme vous l'avez constaté, il y a quand même beaucoup de travail à faire jusqu'au 1er juillet 2023. Donc plus on s'y prendra tôt et mieux ce sera. Et ça pourra effectivement aussi accélérer la phase finale puisqu'il y aura déjà tout un travail préparatoire qui aura été fait. Donc il y a eu la publication du référentiel donc de télésurveillance le 31 juillet 2022, ce qui fait que le guichet est donc ouvert en phase transitoire depuis le 1er août. Et donc, ça permet déjà d'analyser un certain nombre de candidatures, même si on ne peut pas les certifier. Alors, en termes de chiffres, donc, on est déjà à un peu plus de 3 mois de l'ouverture de ce guichet en phase transitoire. Alors, on a vraiment, on note une dynamique assez positive. Hein. On a à peu près 45 dossiers qui ont été initiés dans Convergence. Donc, il y a déjà une bonne dynamique et globalement, il y a eu un bon accueil de ce référentiel de la part des industriels qui n'ont pas remis en cause les exigences. Ils sont vraiment allés de l'avant. Et donc, on note que sur ces 45 dossiers, il y a déjà plus de la moitié des candidatures qui sont sur des noms de marques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comme tout à l'heure l'a dit Jean-Marc, le programme étape, qui était un petit peu le précurseur de l'entrée dans le droit commun de la télésurveillance, c'est principalement des candidatures en ligne générique. Donc, on s'attendait, nous, dans un premier temps, à ce qu'effectivement, il y ait une majorité de candidatures en ligne générique, c'est-à-dire sur l'une des 5 pathologies que Jean-Marc a citées tout à l'heure. Et effectivement, on note qu'on a pratiquement moitié-moitié de candidatures nom de marque et ligne générique. Ça signifie effectivement qu'il y a beaucoup d'industriels qui sont intéressés par l'entrée dans le droit commun de la télésurveillance et qui n'étaient pas dans l'étape, mais qui souhaitent quand même maintenant se faire certifier. Voilà, donc il y a vraiment une bonne démarche, voilà, quelque chose de très positif dans les candidatures. Ensuite, on a vraiment des candidatures de bonne qualité. On a plus de la moitié des candidatures, 60%, qui sont recevables dès la première analyse, dès le 1er jet. Donc ça, c'est aussi un bon signe que les candidatures sont bien préparées en amont. Et enfin, sur les 2/3 des candidatures qui sont pour l'instant jugées donc recevables, il y a déjà 2/3 d'entre elles qui ont déposé des preuves. Donc on a quand même pas mal de candidats qui souhaitent vraiment aller de l'avant et qui n'attendent pas la signature du décret pour y aller. Voilà. Alors, bien sûr, tout ça, c'est que le début, puisque comme le décret n'est pas encore signé, on en est vraiment au tout début de ce référencement. La prochaine étape, bien sûr, c'est la signature du décret en Conseil d'État. Et ça va déclencher directement l'ouverture du guichet donc en nom de marque en mode certifiant. Donc là, l'ANS sera habilitée à délivrer des certificats de conformité. Ensuite, cette partie, il y aura la publication de l'avis de projet qui permettra la publication donc, des référentiels lignes génériques. Donc ça, c'est un process qui va demander à peu près une 40aine de jours. Donc ça signifie que 40 jours après, on pourra ouvrir côté ANS le guichet en mode certifiant pour toutes les candidatures donc en ligne générique sur l'une des 5 pathologies. Et puis ensuite, donc tout ça va s'enchaîner. De notre côté, on est déjà en train de travailler avec la DNS donc sur la V2 du référentiel pour
avoir comme objectif de mettre en concertation cette V2 début 2023. Voilà, pour donner aux industriels vraiment le maximum de visibilité sur les prochains développements, avec donc comme objectif de mettre en œuvre cette V2 du référentiel début 2024. Voilà, donc je vais te repasser la main, Jean-Marc, sur la généralisation des DM numériques. Merci Yves. Donc, on le voit finalement, la télésurveillance, c'est une première étape. C'est une première étape qui s'inscrit plus largement dans une logique aussi de référencement, de référentiel. On a parlé du Ségur, de mon espace santé. Donc, on est dans une logique un petit peu globale par rapport à ça. Et donc, l'idée, c'est d'aller vers les DMN. Du coup, ce qu'on appelle un dispositif médical à fonction numérique, c'est déjà d'avoir obtenu le marquage CE. C'est destiné à un usage individuel et forcément respectueux du RGPD, de l'endroit où sont stockées les données, etc. Une question aussi, on a échangé avec plusieurs industriels à ce sujet, c'est la question des objets de collecte des passerelles. On les intègre dans la réflexion parce que, in fine, ça fait partie du dispositif. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de travailler à cette généralisation du référentiel à l'ensemble des dispositifs médicaux avec des fonctions numériques dans le cadre d'une inscription sur la LPPR. Donc, on est vraiment dans une logique très large, avec une première concertation qui s'est terminée fin octobre. Donc, vous voyez, on est dans l'action en ce moment sur ces sujets-là, avec pas mal de contributions. Donc, on avance. Du coup, on repart pour une deuxième concertation qui va démarrer dans les prochains jours, qui va être menée efficacement par l'ANS comme la première, et qui va nous permettre d'enrichir la réflexion. À date, donc, nous avons pas mal de retours et forcément, nous en attendons encore. De la même façon qu'on attend le plus de monde possible aujourd'hui sur le guichet, sur la partie télésurveillance, notamment les gens d'étape. Il va se poser des problématiques de planning à un moment. Donc, en tout cas, on vous engage à vous faire connaître, ce qui permet aussi de vous accompagner au mieux, ce qui est un peu l'objet de notre travail et ce qu'on essaye de faire avec l'ANS, c'est vraiment d'être proactif par rapport à ça et d'être à votre écoute. Du coup, on a une volonté de sortir à thème d'un référentiel unique qui englobe télésurveillance et DMN. Et je dirais plus largement l'objectif, si on regarde un petit peu plus loin, c'est aussi de travailler sur le catalogue de services de mon espace santé avec des choses qui sont un petit peu communes. On a parlé d'INS, qu'on soit une app référencée sur le catalogue de services ou qu'on soit un DMN, télésurveillance ou pas, cette question de l'INS, on doit la traiter. Voilà. Et enfin, c'est de garantir pour nous tous, moi je suis patient le moins souvent possible, mais usager en tout cas c'est certain, de la sécurité et de l'interopérabilité pour les DMN, ce qui ne se posait pas forcément comme question en 2014, mais en tout cas aujourd'hui, ce sujet il est bien sur la table, de même que les questions de cybersécurité qu'on instruit sur tous les programmes qui font aujourd'hui partie de notre quotidien. Quelques exemples, alors non exhaustifs, il ne s'agit surtout pas de vous dresser une liste à l'après-vert, vous aurez les slides et forcément vous pourrez vous reconnaître ou pas dans certains, mais en tout cas c'est de vous montrer déjà certains dispositifs qui sont dans un périmètre de DMN, certains qui sont éligibles en LPPR ou certains qui sont en télésurveillance. Donc, je pense que certains d'entre vous, vous allez vous retrouver. On peut par exemple prendre le système de télésurveillance pour l'apnée du sommeil, qui est un vrai enjeu de santé publique, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais notamment pour tout ce qui est accident de voiture et autres avec des gens qui s'endorment. Donc, on voit qu'il y a tout un tas de sujets connexes. On voit que c'est bien un DMN, qu'il n'est pas encore un LPPR, par contre, il est en télésurveillance. Et ainsi de suite, et vous pouvez décliner cette liste sur tous les exemples qui vous concernent. Et les autres qui ne sont pas présentés là, encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Et les choses sont amenées à évoluer, bien entendu, sur de l'éligibilité. On est dans une logique itérative. Maintenant, on a fixé le cadre. L'idée, vous le savez, on est dans une logique d'accompagnement et on veut aussi accompagner financièrement l'arrivée sur le marché de ces dispositifs. Les cycles sont longs entre études cliniques, développement, etc. Il y a plein d'éditeurs qui ont des bonnes idées et donc on a mis en place 2 dispositifs pour accompagner cette mise sur le marché, ce qui ne change pas la finalité, notamment sur tout ce qu'on doit faire en termes de dev, de dossiers d'études cliniques, mais ce qui change la façon d'y arriver. Premièrement, c'est la prise en charge anticipée. Dans notre jargon, voilà, Pécan, on l'appelle comme ça, on a trouvé ce nom-là, en tout cas, c'est le nom de ce projet-là.
qui va vous accompagner à l'initialisation du projet. Donc, qui est concerné? Des solutions innovantes qui présentent un bénéfice clinique et ou un progrès organisationnel. Donc, on voit que le périmètre est assez large et qui présentent une efficacité cliniquement pertinente avec un effet important. Et du coup, quand on rentre dans ce cadre-là, on est éligible. Et quels sont les engagements qu'on prend? C'est de mener à terme les études de l'article L165-1-1 du Code de la sécurité sociale et donc de déposer une demande d'inscription sur la liste prévue du même article dans un délai d'1 an. Voilà. Donc, on voit qu'on est dans une démarche itérative, ce que je vous disais sur les quelques exemples précédents. Donc, ça, c'est quand on arrive. Maintenant, on a des dispositifs qui sont déjà là et qui sont en attente d'inscription sur la LPPR. Et ces dispositifs-là, il ne faut pas non plus les laisser au bord du chemin de ce qu'on est en train de construire collectivement. Et donc là, on a une prise en charge transitoire, PECT, donc qui va concerner ces dispositifs médicaux avec des fonctions numériques. Voilà. Ce que je vous engage à faire, et puis ça permet de ne pas prendre trop de temps sur la présentation, c'est de consulter le guide de dépôt des dossiers de prise en charge transitoire. Et bien entendu, au niveau du guichet de l'ANS, toute l'équipe est là pour vous aider si besoin. Voilà, et quelques mots pour conclure. Hein. On voit qu'on est sur des enjeux de santé publique au sens propre du terme, et pour être certifié conforme, on doit nécessairement s'inscrire dans un parcours. Donc, on est dans un cadre exigeant et rigoureux, et à terme, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est quelque part dans une période transitoire où on fait monter tout le monde collectivement au bon niveau de maturité, mais à la fin, plus de financement sans certification. Ça, c'est la cible. Et c'est un enjeu à la fois pour les usagers, pour les industriels et forcément pour la puissance publique. Et on retrouve ce que présentait Yves il y a quelques minutes, les lignes génériques, donc qui proviennent initialement d'étapes, avec une ou plusieurs des 5 pathologies étapes, les noms de marque, la prise en charge anticipée et la prise en charge transitoire. Voilà ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui sur ces thématiques-là. Et merci pour votre écoute.